Bonjour à tous. Nous avons le grand plaisir d'accueillir le professeur Valérie Laurent, qui est professeur de philosophie morale à Bordeaux-Montaigne, enseignant au master soins éthiques santé. Il est directeur du centre de recherche sciences, philosophie, humanité, qui est Biabilité Bordeaux-Montaigne, Université de Bordeaux. Et il était également président du comité d'éthique de Charles Perrins, et nous avons régulièrement l'occasion de collaborer ensemble. Donc Valérie Laurent, tu vas nous faire un peu une synthèse de ce que tu as pu entendre aujourd'hui, et puis peut-être faire des points sur des points conceptuels, sur des notions qu'on a pu entendre et qui peut-être pour certains paraissent un petit peu floues. Un grand merci à toi. Et je te laisse la parole. C'est moi qui te remercie. Je remercie évidemment tous les organisateurs de cette journée. Moi, ça m'a énormément appris. Alors, je ne sais pas si moi, je vous apprendrai grand-chose, mais en tous les cas, je vais partager avec vous, si vous voulez, mes interrogations. Voilà. Philosophe, vous savez, ça se pose plus de questions, même de problèmes, que ça n'en résout. Et je dois vous avouer, c'est par là que je partirai, que je suis toujours extrêmement étonné de cette notion, de cette expression secret professionnel partagé. Et on a vu ce matin d'ailleurs que la loi n'en faisait pas mention. Et je crois que Bastien parlait tout à l'heure de nœud éthique. Et je crois que l'expression secret professionnel partagé conduit à plus de nœuds éthiques finalement qu'elle n'en résout ou autre chose. Mon premier réflexe, au fond, quand on parle de consentement, quand on parle, c'est, mais au fond, si c'est secret, et si un patient dit que c'est un secret, eh ben voilà, là, c'est résolu. Il ne donne pas son consentement, puisqu'il dit que c'est secret et c'est sous le sceau du secret. Le secret, c'est par définition secret. Alors, il va falloir peut-être qu'on s'interroge un peu plus, du coup, sur des différentes notions, si vous voulez. Je crois que tout à l'heure, Frédéric Cacas disait il faut faire un pas de côté. Mais moi, je crois même pas que ce soit un pas de côté. Il faut mettre les pieds dans le plat, d'une certaine manière, et se demander, mais de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de secret, ou bien est-ce qu'on parle de partage d'informations plus ou moins confidentielles et plus ou moins intimes, et qui peuvent confiner au secret quand il n'y a pas l'accord du patient pour les divulguer? D'accord? Donc il y a déjà une différence profonde entre secret et information. On a pu parler aussi, c'était ce matin je crois, d'une sorte de dérive ou de confusion entre secret et information. Et je crois qu'avec la notion de secret professionnel partagé, on est en plein dans cette confusion. Et je crois qu'il faut, et que notre discussion mérite d'être très au clair sur ce point-là. Alors, par ailleurs, il y a secret et secret professionnel. Le secret, c'est, je dirais, un phénomène d'énonciation. Si je dis un secret, c'est moi, sujet, qui dit quelque chose dont je ne veux pas que ce soit révélé à quelqu'un d'autre qu'à qui je le dis, puisque c'est un secret. Alors on pourra s'interroger, si on veut, de savoir, mais pourquoi est-ce que c'est secret? Pourquoi est-ce que je veux que ça reste secret? Pourquoi? Et si c'est si secret, pourquoi est-ce que je le dis à quelqu'un? Ça aussi, j'y reviendrai. Bon, ça c'est une chose, le secret. Et le secret professionnel, je dirais, c'est tout à fait autre chose. Le secret professionnel, on l'a dit aussi ce matin, ça ne touche pas celui qui énonce le secret. C'est celui qui pourrait répéter le secret entendu. C'est-à-dire, le secret professionnel protège l'énonciateur, d'accord, en empêchant celui qui a recueilli le secret de le répéter. Dans un cas, je dis le secret, je ne le dis pas. Dans l'autre cas, c'est je répète ou je ne répète pas. C'est fondamentalement différent. D'accord ?
Donc, secret et secret professionnel, ça ne semble pas recouvrir les mêmes attendus. D'accord ? Ça aussi, ça me semble important de le rappeler. D'accord ? Secret professionnel et secret, c'est pas tout à fait la même chose. Et pourtant, dans le secret professionnel, il est question quand même aussi de secret qu'on peut dire. Hein. J'essaierai d'y revenir. Alors, la loi parle, à mon avis, plus pertinemment de partage d'informations. Ou, oui, c'est ça, je me tourne vers la juriste, de partage d'informations dans le cadre de soins à la personne, de protection d'une personne, comme le secret professionnel est là pour protéger aussi la personne. Finalement, le partage d'informations a un but, c'est celui aussi de protéger la personne, de mieux la soigner, de mieux dans le cadre d'un parcours de soins. Grosso modo, si j'ai bien suivi la chose. Alors, moi, ce qui m'est apparu fondamental dans cette affaire, et qu'a très bien rappelé tout à l'heure Madame Laguarde, je crois, c'est effectivement, elle a été très claire sur cette affaire, c'est le consentement. Recueillir le consentement à toutes les étapes, consentement à la divulgation de certaines informations. Mais je voudrais revenir dans un premier temps, si vous le voulez bien, sur cette différence entre, pour mettre les pieds dans le plat justement, regarder cette différence entre secret professionnel et information. Finalement, c'est quoi un secret ? Un secret, c'est quelque chose qui ne vaut que parce que il est dit, d'abord. Un secret, c'est dit. Ce sont des mots. Des mots que je dis à quelqu'un. D'accord ? Alors évidemment, ce matin, je crois que c'était Monsieur Soudry, c'est ça, Monsieur Soudry, qui parlait aussi d'une part secrète, d'un secret inconscient, d'un secret dont je n'aurais même pas connaissance, qui peut organiser le psychisme, etc. Sans aucun doute, je souscris, mais ce n'est pas un secret en tant que tel. Une part secrète peut-être, mais le non secret, c'est bien quelque chose qui vaut parce que c'est dit précisément. Après, il y aurait toute une réflexion à faire, sans aucun doute, sur apporter, donner aux patients dans le cadre d'une psychothérapie, ou apporter aux patients de quoi constituer précisément quelque chose comme un secret dit, c'est-à-dire donner les mots pour le dire. Donner les mots pour le dire, et puis ensuite pour le travailler, pour l'élaborer. D'accord ? C'est-à-dire que la part secrète devienne secret, dit, conscient. Mais ça, c'est un autre problème. Le secret, donc, il est dit, c'est des mots. Et c'est des mots qui sont dits avec une clause spécifique, tout à fait étonnante d'ailleurs. C'est des mots qui sont dits avec une clause qui est « ça reste entre nous ». Et ça doit rester entre nous. Je vais dire un secret à Véronique. Si je dis un secret à Véronique, eh bien, j'attends, légitimement parce que j'ai une grande confiance en Véronique, c'est-à-dire si je lui dis un secret, c'est parce que j'ai confiance en elle, j'attends légitimement qu'elle ne le divulgue pas et que ça reste entre nous. C'est-à-dire, le secret, ça crée de l'entre-nous, ça crée du lien. Ce que je vais dire à Véronique en disant « c'est un secret », eh bien, c'est une manière pour moi de lui attester ma confiance, de lui dire j'ai confiance en toi, Véronique, et d'ailleurs on va partager quelque chose. C'est un secret partagé, parce que je te dis un secret. Voilà. Alors, vous voyez bien, ce qui est tout à fait intéressant dans cette affaire, c'est que si on reprend « je te dis un secret », il y a plusieurs choses. Il y a « je », c'est-à-dire le secret, il vient de quelqu'un, il vient d'un sujet. C'est moi qui décide, dans ce que je dis, ce qui est secret, ce qui ne l'est pas. D'accord ? Ça, je trouve ça très important. Cette subjectivité
que nécessite, excusez-moi, que suppose, pardon, la notion de secret. S'il y a secret, c'est qu'il y a un sujet. D'accord ? Je dis un secret. Je te dis un secret. Bon. Je te dis, il y a te. S'il y a le secret, il est adressé. Il est toujours adressé. Il est adressé à quelqu'un. Alors évidemment, il y a les hommes politiques qui vont parfois... il y a le secret rhétorique. Entre nous, je vais vous dire, etc. Mais ça, c'est pas des secrets. D'accord ? Le secret, il est adressé. Il est adressé à quelqu'un. Quelqu'un avec qui j'établis une relation précisément de confiance. Voilà. Et c'est au nom de cette relation de confiance que je vais lui révéler quelque chose. C'est donc le secret d'intime, ou de suffisamment intime pour que je veuille que ça reste secret, ou qui touche suffisamment mon intimité ou l'intimité de quelqu'un d'autre, mais ça me touche aussi puisque je le dis sous le sceau du secret. D'accord ? Ce qui est suffisamment intime pour que je veuille que ça reste caché. Je le dis et en même temps je veux que ça reste caché. D'accord ? Voilà, me semble-t-il, ce que c'est un secret. Alors, ça permet d'élaguer un certain nombre de choses, ou de problèmes, ou, comme le disait Bastien encore, de nœuds éthiques. Ce matin, on disait, et c'était vraiment très très intéressant, hein, c'est par exemple si un patient dit à son psychiatre je m'apprête à commettre un délit ou j'ai fait plusieurs délits, je crève les pneus des voitures, je sais pas moi, que sais-je encore. Bon, à mon avis, ça n'entre pas dans le cadre de la question du secret partagé, ou du secret professionnel partagé, ou du partage d'informations. Là, c'est simplement est-ce que je dis, est-ce que je ne dis pas. Ça se pose, hein, c'est un problème presque casuistique, comme tous les problèmes d'éthique d'ailleurs, hein, c'est-à-dire ça va dépendre des circonstances, de la gravité des actes, etc., etc. Et en même temps, j'ai envie d'entendre aussi ce que disait ce matin la loi, c'est-à-dire que le secret professionnel, à part les cas prévus par la loi, c'est en tout lieu, en tout temps, pour tout. C'est-à-dire ça protège. Ça protège à la fois une personne, ça protège une relation, ici une relation thérapeutique, l'alliance thérapeutique, mais surtout une personne. D'accord ? Donc c'est là que le secret professionnel me paraît très important. C'est-à-dire quelque chose qui, plus que le secret de la personne, protège la personne. Voilà. Et alors surtout, là c'est une question tout à fait en aparté. Si c'est une intention simplement, par exemple, j'ai l'intention d'aller casser la gueule à mon voisin, je vois pas tellement comment distinguer l'intention réelle du fantasme, etc., etc. Ça me semble très très compliqué. Et que dire et qu'elle est dénoncée finalement. Voilà un petit peu une première distinction. Hein. Le secret, c'est intentionnel, c'est adressé, c'est intime. D'ailleurs, le fait que ce soit adressé, c'est pas n'importe quoi non plus. C'est-à-dire, si je m'adresse à quelqu'un, je ne sais pas moi, dans une équipe soignante, par exemple, ou dans une équipe, je reprends par exemple la vie en foyer, dans un foyer d'adolescents. Bon, si je m'adresse à tel ou tel, ça n'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être que je montre quelque chose, alors une préférence peut-être, etc., mais aussi parce que je m'attends à un traitement particulier du secret que je vais dire. Je ne dirai pas, et ça a été dit ce matin, je ne dirai pas les mêmes choses à une infirmière, un infirmier, un médecin ou à une personne, une aide-soignante ou un aide-soignant. D'accord ? Je ne dirai peut-être pas les mêmes choses et c'est intéressant. C'est intéressant de savoir à qui je m'adresse pour dire quoi sous le sceau du secret. Parce que peut-être, puisque le secret est adressé, je m'attends
a un traitement particulier du secret, de ce que je vais dire. Voilà un point qui me semble tout à fait important aussi dans les nœuds que nous avons rencontrés. Hein, la dame qui était, j'ai perdu son nom, qu'elle m'excuse, qui était assistante sociale ce matin, l'a beaucoup rappelé. Madame Menneron, merci beaucoup. Elle est là-bas. Merci beaucoup parce que vous avez rappelé avec force qu'il y a une dimension fondamentale qui est le temps, la temporalité. Un secret, peut-être un jour un secret finit par ne plus être si secret que ça. Peut-être ce qui me gênait, ce qui me faisait honte, ce qui me tarabustait d'une manière ou d'une autre dans ce que j'avais à dire, finit par ne plus me gêner, parce que ça a été élaboré, parce que ça a été travaillé, parce que voilà. Alors ça c'est un point important parce qu'on a parlé effectivement de la formation, on a parlé de la formation de ceux qui entendent le secret, enfin ce qui sont soumis au secret professionnel. Mais c'est un point qui me semble important de se dire que peut-être dans cette formation il y aurait une formation à l'accompagnement de l'élaboration finalement du secret. Si c'est un secret, je pense par exemple au cas évoqué encore ce matin d'inceste ou de choses terribles. Peut-être on peut aussi amener doucement, s'il n'y a pas trop d'urgence, hein, évidemment, parce qu'il y a ça aussi, mais peut-être on peut aussi amener la personne à se défaire d'un secret qui fait mal. D'abord les mots pour le dire, et puis ensuite les mots pour permettre que quelque chose se fasse. D'accord ? Voilà, ça c'était un point aussi sur lequel je voulais revenir. J'ai pris énormément de notes, vous m'excuserez, c'est... voilà, donc tout ça pour redire encore une fois que j'ai été vraiment très étonné de cette espèce de brouillage, au fond, entre secret professionnel et partage d'informations, alors évidemment couverte souvent par le secret professionnel. Voilà, je pense on tirerait avantage à parler de partage d'informations couvertes par le secret professionnel, ça éviterait bien des embrouilles. Et on disait, c'était tout à l'heure, là, il a été dit, je ne partage que les informations qui ont une valeur, une pertinence pour le suivi et pour le soin à la personne, mais évidemment pas les confidences qu'on me donne, etc. Et voilà, on revient, c'est-à-dire, je ne partage pas les secrets de mes patients. Je partage simplement les informations pour, d'accord ? Alors, et comment va-t-on effectivement faire pour discriminer entre les confidences, c'est toujours cette dame, Madame Laguarde, qui disait je ne dis pas, évidemment, je ne partage pas ce qu'on peut me confier à l'occasion. Oui, comment discriminer alors ce qui est de l'ordre de la confidence et du secret, confidence, confiance, secret, et ce qui est de l'ordre des informations pertinentes pour le traitement. Là, on est évidemment, c'est pas dans un colloque aujourd'hui qu'on répondra, c'est même pas, je pense que c'est pas possible de répondre. Là, ça exige justement une réflexion éthique à laquelle il faudrait véritablement que tous ceux qui ont en charge le partage d'informations confidentielles couvertes par le secret professionnel, donc toutes ces personnes-là devraient être formées à une réflexion éthique. Parce que là, on ne peut pas répondre. On ne pourrait répondre qu'au coup par coup, finalement. Est-ce que telle information que j'ai est effectivement une information pertinente qui va éclairer
mes confrères ou les personnes qui sont engagées dans un processus de soins. Alors on a parlé de diagnostic, on a parlé oui. Est-ce que ces informations, on parlait par exemple tout à l'heure, ce matin toujours, est-ce que c'est important de donner un diagnostic à des gens de l'éducation nationale? Si la personne à qui je donne l'information n'en fait rien, ou n'a pas les moyens d'en faire quelque chose, je suis désolé, mais jusqu'à preuve du contraire, un prof n'est pas formé pour comprendre un diagnostic et pour en faire quelque chose, c'est pas son métier, tout simplement. Je vois pas pourquoi on lui donnerait un diagnostic. Voilà, c'est-à-dire, est-ce que la personne avec qui je partage l'information est capable de l'entendre, est capable de se rendre compte de son caractère confidentiel, et surtout va en faire quelque chose dans l'intérêt du patient? Voilà, 3 questions, me semble-t-il, qu'il faudrait se poser. Non pas quelle information, mais ces 3 questions, telle ou telle information, est-ce que si je la donne à quelqu'un qui saura en faire quelque chose, qui est formé pour, qui sait que c'est confidentiel, et qui donc ne la divulguera pas, parce qu'il faut quand même conserver ça. Et la 3e, je me rappelle plus, c'est pas grave. Je suis un peu embarqué, mais voilà ce qui me semble fondamental, hein, pour évaluer. Hein. Et évidemment, c'est par là que j'en terminerai, même si je suis peut-être un peu trop court ou un peu trop long, je ne sais pas. Évidemment, un point très, très important, c'est cette information que je vais donner. Est-ce que la personne, le patient, la patiente, s'y oppose ou ne s'y oppose pas? C'est-à-dire, alors j'ai été très étonné. Si, c'est un point que j'avais noté. J'ai été très étonné lorsqu'il a été dit que ce secret était, ce partage d'informations, excusez-moi, était présumé par la loi. Ça m'a vraiment étonné parce que je pense qu'on ne perd jamais rien à demander aux patients s'ils s'opposent ou s'ils ne s'opposent pas à la divulgation d'informations. D'accord? D'informations qui, s'ils ne s'y opposent pas, dès lors ne sont plus des secrets. Ou n'ont en tout cas plus la structure du secret. Voilà quelques points. Je pense qu'on peut continuer en débattant tous les deux ensemble et avec les personnes qui auront posé des questions sur le chat. Moi, je te remercie beaucoup. Je pense qu'il y a des choses extrêmement importantes du lien que l'on peut faire entre la question de l'intime, la question de la confiance dans le 2, et puis tous les questionnements qui tournent autour du 3, c'est-à-dire le colloque singulier avec le médecin ou avec le soignant, et ensuite la nécessité de faire passer des informations strictement nécessaires, comme on a pu le voir tout au long de la journée. Et c'est autour de toutes ces questions que se niche la réflexion éthique, c'est-à-dire que effectivement, à partir du moment où on étend cette divulgation de choses qui sont forcément intimes, hein, qu'il s'agisse d'un diagnostic, qu'il s'agisse d'informations même qui peuvent permettre la poursuite du soin, à quel moment il y a dérapage ou pas. Et donc ce matin, il y avait quelque chose aussi de très intéressant autour de la question de cette dialectique entre l'oral et l'écrit, avec l'oral. Il faut faire extrêmement attention à l'oral parce qu'on peut dire n'importe quoi et les choses peuvent s'échapper, c'est beaucoup plus fluide, peuvent s'échapper, auquel cas il vaut mieux le contrôler par l'écrit et inversement, justement parce que l'oral s'échappe. Donc il est fluide, il ne reste pas et l'écrit reste et on connaît parfois les dégâts que peuvent entraîner des écrits que l'on voit, un tel avec des diagnostics plus ou moins vrais parfois et qui poursuivent une personne, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit pas vraie d'ailleurs, l'information écrite. Donc je ne sais pas si tu peux en dire quelque chose et s'il y a des questions qui peuvent être posées autour de ces 3 éléments que sont le secret partagé
Et enfin, le secret entre le colloque singulier et ensuite le secret partagé avec tous les soignants qui participent à une prise en charge. Oui. Si je reprends ce que je disais, j'essaie de faire des distinctions qui sont peut-être à la hache parfois, mais entre secret et secret professionnel. Le secret professionnel, je répète, c'est à la charge finalement de celui qui recueille les informations, qui recueille des informations, qui recueille la parole tout simplement du patient. Le secret professionnel, il est là pour protéger précisément l'intégrité, l'intimité du patient. Bon, il se trouve que il couvre, on l'a vu ce matin, tout ce que dit le patient, ou tout ce que dit la personne, dans les autres cas de secret professionnel, avec un avocat, avec un prêtre, etc. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. Et il y a une différence, et c'est peut-être ça qui serait intéressant de travailler. Il y a une différence entre ce secret professionnel qui protège et le secret que je dis. On pourrait dire la confidence qui doit rester entre nous. D'accord ? C'est deux logiques différentes. C'est deux logiques différentes. Le entre nous, d'une certaine manière, je te dis un secret, on va construire, je propose la construction d'un lien où j'atteste d'un lien ou d'une confiance que je te fais, à toi Véronique, d'accord ? Tandis que toi, en tant que médecin, tu ne vas pas donner des informations sur un patient, mais pas au nom finalement, sans doute au nom d'un lien, parce qu'il y a toujours quand même un lien qui dépasse sans doute le côté simplement non, c'est juste parce que j'ai pas le droit. Mais en tous les cas, professionnellement, par état, tu ne pourras pas donner des informations. Voilà. Et donc là, il y a une dissymétrie. Et là où la notion de consentement est tout à fait essentielle à mon sens, c'est que comment le secret peut devenir information partagée, eh bien, c'est lorsque précisément le patient donne son consentement. Dès lors que le patient a donné son consentement, ce n'est plus un secret. C'est une information qu'on peut partager, fût-elle confidentielle. Vous voyez ce que ça restera. À partir du moment où il y a juste un cercle. Voilà, ça restera un secret. Mais oui, mais enfin, un secret, on s'attend pas à ce que ce soit un cercle de personnes qui le. Alors peut-être qu'on s'y attend un peu. Enfin, ça dépend parce que les enfants, quand ils disent tu le diras pas à papa ou tu le diras pas à maman, qu'est-ce que ça recèle de fantasmes et de volonté en fait que ce soit partagé. Bon, ici quand même c'est un peu différent. Le consentement, c'est dire finalement cette information, c'est passer du secret à l'information confidentielle. Ce qui est pas tout à fait la même chose, ça n'a pas la même nuance. D'accord ? Je suis sûr que pour beaucoup de patients, ils diront bon, écoutez, oui, ça vous pouvez le dire à tel ou tel, c'est pas secret, d'accord ? Tant que ça, effectivement, tant que c'est protégé, c'est-à-dire que le secret, les informations confidentielles, elles sont toujours couvertes par le secret professionnel. Faire la différence entre la confidence et le secret. Oui, je crois que c'est important, oui. C'est intéressant. Oui, merci. Oui, c'est central, cette question-là, cette distinction entre secret professionnel et partage. Alors, partage de quoi ? Partage déjà. Mais deux points. Je me dis, en vous écoutant aussi, que s'il y a secret, c'est qu'il y a empêchement aussi à dire. Il y a du dire, mais il y a aussi de l'empêchement à dire. Il n'y a pas cette fluidité-là qu'on pourrait rencontrer dans d'autres circonstances. Donc oui, il y a quelque chose qui est destiné à quelqu'un, il y a une parole qui est livrée,
mais il y a eu peut-être empêchement aussi. On est quand même dans quelque chose d'une bascule entre le non-dit et le dit par rapport au secret. Ça, c'est un premier point. Concernant le secret professionnel, je ne sais pas si on est dans simplement une continuité de quelque chose qui a été dit et qui engagerait une personne qui serait dépositaire ou une équipe, etc. Le secret professionnel, parfois, ça peut être aussi, ça peut porter aussi sur, je reviens sur la question des enfants de ce matin, des adolescents, ça peut porter aussi, malgré l'enfant, enfin, c'est-à-dire sans que l'enfant lui-même ait livré quelque chose, sur une évaluation, sur une construction d'un professionnel ou d'une équipe dans la rencontre avec l'enfant ou l'adolescent, mais sans que l'enfant ait forcément livré quelque chose. Dans le cadre, par exemple, des bilans qui sont effectués sur un enfant, effectivement, on a besoin de l'enfant qui va être soumis à des tests, des épreuves, etc. Mais il ne va rien livrer de lui-même. Par contre, le médecin va poser un diagnostic par rapport à ses grilles d'évaluation. Le psychologue, par rapport aux différents tests et aux épreuves qu'il va faire passer, il va lui aussi poser des hypothèses qui pourront aller assez loin en termes de psychopathologie. Alors chacun après son approche théorique, mais là on sera dans quelque chose qui malgré tout relève du secret professionnel et qui n'est pas forcément la conséquence de ce que l'enfant aurait pu livrer. Et dernier point, on peut aussi en thérapie, avec un enfant ou un adolescent, faire des hypothèses aussi sur son contexte familial, sur son vécu dans telle ou telle situation au niveau scolaire, sans que l'enfant, et c'est ce que Jean-Philippe Soudry essayait de dire ce matin, sans que l'enfant livre forcément de façon explicite quelque chose. Alors évidemment, ça c'est... j'allais pas dire c'est pas l'idéal, loin de là, mais je veux dire c'est ce à quoi on peut penser naturellement. L'enfant, la personne, l'adulte, quiconque livre quelque chose. Mais ça peut être aussi les hypothèses que se fait le professionnel et qu'il va travailler avec son équipe. Et c'est là où il y a la question du secret professionnel. Et c'est la question que j'essayais de poser ce matin. Qu'est-ce qui fait secret finalement ? Alors, mais cela dit, je pense que votre réflexion là sur les mots en eux-mêmes et la définition même des mots, elle est centrale. Qu'est-ce qu'on entend par secret professionnel et partage, et ça porte sur quoi le partage ? Voilà, c'est juste ce que je voulais citer. Merci beaucoup. Non, mais je voudrais juste, je suis tout à fait d'accord. Alors sur ce qui est de la position du secret entre le dit et le non dit, votre première remarque, je suis absolument d'accord. Sauf que le secret, c'est quelque chose qui est déjà dit quand même, et c'est pas rien. Et c'est là que je fais appel aussi à la notion de temporalité, c'est-à-dire, mais pas simplement de temporalité, c'est-à-dire que peut-être le secret, ça se travaille. Peut-être qu'un secret ne sera plus secret. Peut-être qu'un secret va rester secret, mais il fera pas mal, etc., etc. C'est-à-dire, moi, je crois profondément au fait que un secret, ça s'élabore. Un secret, ça se transforme. Un secret, ça doit être plastique, au fond. Alors, ça va être plastique peut-être dans le contenu. Ça peut se réécrire. Ça peut être plastique aussi dans, je dirais, presque la clause affective. Parce qu'au fond, ça reste entre nous et c'est secret, c'est de l'affect, quand même. L'affect qui est quand même le grand absent de la journée, hein, si je puis me permettre. Voilà, c'est de l'affect, c'est-à-dire que il y a quelque chose, je peux pas supporter que ce soit répété, mais qu'est-ce que ça me fait du bien de le dire. Voilà, hein, c'est un peu cette structure. Et ça, cette clause, c'est secret à la fois. C'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça me semble fondamental. C'est dire, si je te dis un secret, c'est te dire que je te fais confiance, et en même temps, c'est dire un état affectif par rapport à toi, mais par rapport à ce que je dis aussi. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que je dis, ça se travaille, ça s'élabore, et ça, je pense que toute personne qui recueille
qui est en position de recueillir un secret, devrait être préparé à ça. C'est-à-dire qu'un secret, c'est d'abord de l'affect. C'est une information, mais saturée d'affect. Et qu'il faut faire avec. C'est pas juste une information avec une clause entre crochets secret. Non, c'est beaucoup plus complexe. Moi, j'irai plus loin. Tu me dis un secret, mais je suis ton médecin et je découvre quelque chose qui est de l'ordre de ton intime, que tu n'as pas envie que tu dévoiles, mais tu n'as pas honte et c'est un secret entre nous parce que tu sais que je découvre quelque chose. Et donc, dans ce cadre-là, il y a quelque chose de similaire entre le secret qui m'est dit et ce que le médecin découvre. Parce que je reviens sur l'évaluation. C'est une évaluation qu'on fait de la situation, mais l'évaluation, elle touche l'intime de la personne. Et dans ce cadre-là, on est bien dans le secret, toujours. Et qu'est-ce que, effectivement, on va partager ? Consentement présumé ou consentement réel, parce que si c'est un enfant qui ne peut pas réaliser qu'il a quelque chose qui peut être stigmatisant, si après coup il sait que cette information est divulguée, elle fait mal, comme tu dis. Et si ce secret est partagé de façon secrète, c'est là qu'il y a tout l'enjeu finalement, et ça va protéger la personne si l'information est partagée secrètement, toujours dans le bien de la personne. Et en allant un petit peu plus loin, c'est comment c'est partagé oralement, par écrit, etc., etc. Oui, attends, je finis, juste, excusez-moi. Merci beaucoup. Tu réponds aussi à ce qui était la deuxième question de Frédéric. C'est-à-dire, oui, effectivement, dans le secret professionnel, il n'y a pas uniquement ce que me dit la personne. Il y a aussi tout ce que j'en pense. C'est un peu comme les notes personnelles. Il y a ce que j'en pense, ce que je construis avec d'autres, et comment et ce que je dois construire au fond, parce que c'est une personne qui souffre, et je me dois en tant que soignant, d'essayer de la protéger, de la soigner. Et donc pour ça, je dois faire une série d'hypothèses, poser pourquoi pas des diagnostics, etc., etc. Oui, bien sûr. Mais ça, de fait, tout ça touche énormément l'intime de la personne. Mais il y a beaucoup de personnes, tout à fait étonnamment, et là il faudrait y réfléchir aussi, il y a beaucoup de personnes, et là on parlait ce matin de l'extime et de l'intime, mais il y a beaucoup de personnes pour qui, par exemple, dire ouais, écoutez, je suis bipolaire, et c'est-à-dire lancer leur diagnostic ne leur pose absolument aucun problème. C'est là, après, il y a toute et c'est là encore que ça se construit, c'est-à-dire que c'est dans le dialogue avec le patient que ça se construit aussi, cette notion de secret professionnel à ce moment-là. C'est-à-dire, au fond, peut-être faire comprendre aussi à un patient que un diagnostic c'est pas complètement anodin et que ça a des conséquences, ça peut être important. Et puis peut-être aussi que la personne qui annonce le diagnostic, alors là, ça serait il y a eu des colloques déjà sur l'annonce du diagnostic. Il faudrait toute une réflexion sur ce que c'est que annoncer un diagnostic, parce que c'est effectivement entrer presque par effraction dans l'intimité d'une personne. Annoncer un diagnostic, c'est terriblement violent. C'est terriblement violent. Et c'est là, finalement, comme lui imposer quelque chose de l'ordre du secret, et ce qu'elle peut ne pas accepter comme tel, comme secret. Je répète, il y a tellement de gens pour qui, véritablement, leur diagnostic, bonjour, je suis hyperactif, bonjour, je suis TDAH, ou bonjour, ou je suis un ex-TDAH, ou je suis... ça devient presque une ligne dans le CV, quoi. Ce qui est problématique en soi, mais ça, c'est une problématique de société. Mais voilà, donc... c'est là où, si vous voulez, je suis à la fois d'accord avec ce que vous dites et à la fois un petit peu en désaccord. C'est-à-dire que le secret, ça reste toujours contresigné par un sujet. Voilà. Et la troisième chose, c'était sur les thérapies.
mais je ne sais plus avec les enfants, mais je sais plus que. Ah oui. Oui, tout à fait. Bah, ça rejoint. Alors, il y a aussi une autre chose sur laquelle il vaudrait. Après, je me rappelle. Mais il y a aussi une autre chose sur laquelle il vaudrait de se pencher, c'est le faux secret. C'est-à-dire, je vais te dire quelque chose, mais c'est pas vrai. Mais ça dit quand même encore autre chose, c'est-à-dire ça dit toujours je te dis un secret, et même si ce secret, qu'il soit vrai, qu'il soit faux, c'est toujours un secret affectivement investi, je dirais, et c'est encore plus intéressant quand c'est faux, évidemment, mais bon. Mais il y aurait aussi ça, parce qu'il y a des faux secrets aussi, hein. De secrets de Polichinelle, bien sûr, mais ça aussi c'est une autre chose qui m'a fait réfléchir ce matin, c'est-à-dire que est-ce que le fait que j'ai sur mon site internet toute ma vie qui soit étalée, etc., est-ce que ça change quelque chose au fait que je dise un secret? Je crois pas. Il y a toujours cet investissement entre nous d'une relation et cet investissement d'un contenu qui n'est pas une information, mais qui est un secret. Pardon, excusez-moi, Non, juste par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je rebondis, alors je change un peu de sujet, mais quand vous expliquiez que la révélation d'un secret, c'était entre deux personnes, en fait, je trouve d'autant plus intéressant c'est que les textes maintenant, et je parle vraiment là pour le coup, disent quand même qu'une information, en fait, elle est réputée confiée par la personne à l'ensemble de l'équipe, ce qui veut dire que derrière les textes, le code de santé publique, eh ben, il va sur une information qui n'est plus en fait donnée à une personne, mais à une multitude de personnes qui est en fait l'équipe de soins. Et c'est sûr que quand vous disiez, ben moi ça me, si je me trompe peut-être, mais ça me choque. Mais oui, mais c'est tout le débat d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les textes prévoient que cette information, elle n'est plus révélée qu'à une personne, mais à toute une équipe pour sa prise en charge, dans les conditions qu'on a vues plus tôt. Oui, non, mais ça me choque pas outre mesure. C'est pas ça qui me choquerait, c'est que soit, en revanche, ce qui me choquerait et ce qui me choque, c'est que quelque chose que dit le patient sous le sceau du secret, clairement, c'est-à-dire je vous dis un secret, soit partageable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui me... Après, si le patient a donné son consentement... Alors moi, ce qui me choque, en revanche, c'est que la loi ne fasse pas obligation du consentement. C'est ce que j'ai compris ce matin. Hein, mais... Elle le fait, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un consentement seulement. Comme il a été donné à la personne, il est réputé avoir été donné à l'ensemble de l'équipe. Ah oui. C'est une. Ah, très bien, si, au contraire. Juste pour dire, en fait, la personne est présumée avoir consenti en consentant à une personne, avoir consenti à l'ensemble de l'équipe qui est considérée comme une entité, comme une personne morale, comme voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est donner un consentement à tout le monde, à n'importe qui. Oui, bien sûr. Ça, c'est important. Et il n'y a pas de présomption de consentement. D'accord. Ah bah, il faut qu'elle consente. Ok. Et elle a le droit de s'opposer. Et si vous dites, si le patient dit ça, je ne veux pas que vous le disiez, c'est son droit d'opposition qu'elle met en œuvre. D'accord. Et ça peut être... ça peut être très ponctuel. Très ponctuel. Je vous avoue que j'ai été violée, je ne veux pas que vous le disiez. D'accord. Et vous n'aurez pas le droit de le dire. D'accord. Mais là encore, du coup, ce n'est pas un secret partagé. Non. Du coup, c'est du partage d'informations confidentielles. Non, mais c'est le patient qui donne une information à une personne et qui dit je ne veux pas que ça soit transmis aux autres. Voilà, d'accord. Membres de l'équipe. Oui, donc c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire quand on parle de secret partagé, ça a encore moins de sens. C'est un partage d'informations. Un partage d'informations confidentielles, qui a reçu l'aval du patient ou de la patiente, d'autant que ce qui doit rester secret pour la patiente ou pour le patient n'est pas partagé. Alors,
certains professionnels l'ont dit, j'ai pas les noms en tête, mais certains professionnels ont dit aujourd'hui, et j'ai trouvé ça très intéressant, une fois que certaines informations sont révélées au médecin, par exemple, par le patient, ou découlent d'une évaluation, le professionnel va exprimer et dire, voilà, maintenant je vais transmettre ces informations à d'autres. Alors, il y a les membres de l'équipe, c'est-à-dire par exemple dans un service à l'hôpital, et puis après, il y a au-delà, pour la prise en charge de la personne, un psychologue, à la Maya, etc. Il ne faut pas confondre aussi les différents cercles. Oui. C'est-à-dire que la présomption dont on parle, elle ne touche que l'équipe de soins, bien déterminée en tant qu'entité. Mais ensuite, la transmission des informations à d'autres personnes, des informations strictement nécessaires pour la prise en charge, c'est autre chose. Et ça nécessite de nouveau un consentement. D'accord. Et la possibilité de s'opposer. Oui, d'accord. Ce qui a été très bien dit cet après-midi au niveau des différents professionnels. Alors, je suis désolé d'être intervenu. Non, mais c'est très important. Non, mais c'est très bien. Mais ça implique, pour le coup, donc, je répète, hein, ça implique que ce qui est secret, ce que le patient veut qui reste secret. On est d'accord? Et ça implique cependant une information d'autant plus importante et d'autant plus pédagogique, je dirais, que effectivement, ça doit être un partage d'informations et pas un partage de secrets. Voilà. Et informations strictement nécessaires. Mais je crois que alors là, il faudrait interroger la notion de consentement, et on en aurait aussi pour tout un colloque. Mais voilà, c'est toute la question aussi de l'explication et l'information donnée aux patients, c'est-à-dire à quoi il s'engage quand il dit oui. Voilà. Non, mais c'est important, c'est des choses très importantes. Pardon, alors il me demande de dire qui je suis. Je suis Marie Lamarck. Juste 30 secondes pour dire ce que les étudiants dans leurs études ont montré à travers les questionnaires auprès des patients, c'est que certains patients ont l'impression qu'ils vont être mal soignés si jamais ils refusent ce partage d'informations. Et les professionnels vont tabler aussi là-dessus. C'est-à-dire, c'est le paternalisme, hein, c'est médical. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je détiens l'information, j'ai la maîtrise du traitement, le patient il peut plus rien dire, et c'est pour ça qu'ils sont contents quand même qu'on leur dise vous avez le droit de vous opposer, mais qu'ils s'opposent pas, parce qu'ils ont peur d'être mal soignés, mal pris en charge. J'arrête. À l'inverse, nous on a eu un cas dans lequel les parents, alors c'était avec une prise en charge d'un mineur, se servaient de l'opposition. Eux, ils connaissaient très bien leurs droits et ils s'opposaient à toute communication entre les professionnels pour cloisonner la prise en charge, ce qui rendait par contre effectivement difficile, voire impossible la prise en charge. Parce que là, vous aviez une interdiction, et les professionnels sont tenus de la respecter, de communiquer avec tous les autres professionnels. Donc tout passait par les parents qui, les professionnels qui nous avaient interrogés, s'étaient rendus compte qu'en plus ils enlevaient des informations, ce qui rendait une prise en charge impossible jusqu'au moment où l'équipe, en fait, en tout cas l'équipe chez nous, a dit stop, on ne peut plus prendre en charge cet enfant parce que ce n'est plus possible. Cette opposition que nous opposent les parents, qui est leur droit, ne rend plus possible la prise en charge, en tout cas la bonne prise en charge du patient. Donc c'est les deux, voilà, on a les deux aspects qui peuvent arriver. Oui, mais alors là, le problème là, c'est que ce sont des parents qui décident à la place de leur enfant. Mais en même temps, si c'était une personne majeure, par exemple, on ne peut pas obliger quelqu'un à se soigner. Donc. Il y a des questions. Ouais. C'est bien parce qu'on n'est pas très nombreux en présentiel, mais ça suscite déjà beaucoup de questionnements. Il y en a quelques-unes aussi par le chat, dont je vous fais part. Alors c'est un sujet qui va être complexe d'aborder, qui est un peu long aussi, avec la notion de personne de confiance, c'est-à-dire ce qui est aussi comment savoir ce qu'une personne de confiance sait ou ce qu'on peut lui dire, et est-ce qu'il y a un risque justement d'altération dans la relation soignant-soigné, famille. Voilà. Alors même si Claire pourrait apporter la personne de confiance quand même quelque chose d'assez
structuré, mais voilà, la notion de personne de confiance, on parlait de confiance, de confidence dans le secret, enfin voilà. Oui, alors moi je suis pas du tout juriste, hein, mais si j'ai bien compris quand même, la personne de confiance, elle est habilitée à prendre des décisions à la place. Non, pas. Ah ben voilà, eh ben c'est parfait. Alors vas-y. Non, on est peut-être pas tout à fait, mais je vais laisser la parole au juriste, mais je vais juste dire un tout petit mot. On n'est pas tellement dans le secret professionnel partagé, puisque la personne de confiance, c'est la personne dont le sujet peut penser que c'est la personne qui serait la plus à même de rapporter ce qu'elle souhaiterait au cas où elle ne pourrait plus s'exprimer. Donc, j'ai peut-être pas très bien compris la question qui était posée dans le chat. Oui, la personne de confiance relaie. Enfin, c'est elle qui va dire et qui va dire ce que j'aurais souhaité. Voilà, si j'avais pu. C'est toi, Véronique, parce que tu n'es pas, voilà. pas mon épouse, tu n'es pas mon enfant, etc. Tu ne seras pas émotivement prise. Si jamais il m'arrive quelque chose, et donc je préfère, tu sais exactement ce que je pense, tu seras la personne qui sera le plus à même de dire ce que j'aurais pu souhaiter, au plus près. Pas la même chose, évidemment, mais au plus près. Voilà. Donc, ma parole prévaudra sur la parole de tes proches. Voilà. Mais là, du coup, je vois pas la question. Oui, après, on va pas, c'est pas effectivement sur la personne de confiance, on va peut-être pas s'apesantir, mais je pense que c'est parce qu'il y a aussi de la confusion parfois au niveau des professionnels et parfois même peut-être aussi des usagers sur la compréhension de ce qu'est une personne de confiance. Mais bon, c'est pas effectivement le sujet du. Mais oui. Alors, c'est une notion, on va le faire en quelques mots, hein, même si Véronique l'a très bien dit, la personne de confiance, déjà, normalement, elle peut avoir un rôle d'accompagnant, mais tant que le patient est en capacité de s'exprimer, la personne de confiance, souvent, en fait, on veut lui donner un rôle, mais elle n'en a pas. Tant que le patient va bien, c'est le patient qui est au cœur du sujet. Et donc, en fait, la personne de confiance, elle peut accompagner pour entendre des informations avec l'accord du patient, mais jusqu'à ce que le patient ne soit pas hors d'état de manifester sa volonté, en fait, la personne de confiance, elle va pas avoir de rôle. Elle aura un rôle, effectivement, et ça Véronique l'a très bien dit, quand le patient sera incapable de s'exprimer, ou elle va être le porte-parole, c'est la personne qui va témoigner à la place du patient. Elle va pas donner son avis, en principe, elle va être, elle va parler, elle va se substituer à la place du patient pour exprimer sa volonté par rapport à des actes et notamment par rapport à la situation de fin de vie. Mais donc après on a tendance à lui donner trop de rôle en fait quand le patient va bien, quand il est en capacité de s'exprimer. Donc ça fait partie des petites dérives et on a tendance. Alors c'est les juristes souvent à redire mais non, la personne de confiance, est-ce que le patient va bien? Dans ces cas-là, la personne de confiance, on peut essayer de lui donner un rôle, mais elle n'en a pas forcément un. Et là, je parlais de la personne de confiance en établissement de santé parce que dans les EHPAD notamment, elle a un autre rôle et je ne vais pas développer parce que là, c'est le même terme, mais pas forcément les mêmes rôles. Alors, d'autres questions? En tout cas, il y a quelques remarques sur le fait, je les lis quand même parce que les gens ont fait des remarques, donc c'est aussi important de les partager pour le coup, parce que je pense qu'il n'y a rien de secret en l'occurrence. Le secret professionnel est une contrainte que l'on s'impose, là où le secret divulgué est une contrainte que celui qui le dit impose à celui qui le reçoit. Excusez-moi, je répète. Ouais. Le secret professionnel est une contrainte que l'on s'impose, là où le secret divulgué est une contrainte que celui qui le dit impose à celui qui le reçoit. Donc, je pense que c'est un peu ce que vous avez repris aussi, hein, c'est-à-dire que finalement, vous venez un peu conforter, je pense, ce que vous avez évoqué. Dans la relation de soins, le secret professionnel est en fait une garantie de confidentialité qui doit permettre l'expression libre, voire libérée de la parole du soigné. Absolument. Le soignant, lui, met sous le compte du secret toutes les informations dont il est dépositaire.
pour respecter la confidentialité des échanges, quitte à confondre secret du point de vue du soigné et information confidentielle du point de vue du soignant. Oui. Mais ça précisément, je pense que c'est tout enfin, c'est une position effectivement que semble impliquer la notion de secret professionnel en tous les cas, mais qui du coup, du point de vue de la réflexion éthique, complique un peu les choses. Dès lors que on a la possibilité quand même d'avoir et même l'obligation d'avoir le consentement du patient, c'est-à-dire que au fond c'est le consentement qui, à mon sens, qui transforme le secret en information confidentielle. Et je pense que c'est quand même assez important d'avoir alors contrairement à ce qu'on a pu dire tout à l'heure, je pense pas que le secret en lui-même soit un outil. Mais en revanche, on peut avoir des outils réflexifs. Et par exemple, cette distinction qui peut être assez artificielle, mais cette distinction entre secret et information confidentielle me semble heuristique, enfin très opératoire. On va prendre la dernière question, et puis ensuite on va clore l'intervention, puis dans un second temps le colloque. Je vais choisir celle-là. Y a-t-il pas une forme de manipulation, alors c'est entre guillemets manipulation, du patient envers le soignant à qui il divulgue une information qu'il souhaite garder secret? C'est extrêmement lourd pour le soignant. Oui, alors ça tombe hyper bien parce que c'était un point que j'avais pas abordé, auquel j'avais pensé. C'est effectivement, très bien, je peux dire un secret, je vais dire un secret à Véronique, mais quand je lui dis, est-ce que je m'interroge simplement sur l'impact de ce secret? Parce qu'il y a ce que je dis, mais dans l'impact du secret, il y a aussi tout l'affect que j'y mets en lui donnant ce secret. Et là, je dois dire que effectivement, je parlais tout à l'heure de la formation des professionnels soumis au secret professionnel, mais je pense que il faudrait une formation bien plus importante, et pas qu'une formation, c'est-à-dire il faudrait trouver aussi comment aider les professionnels qui sont soumis, et c'est pas, alors là pour le coup le mot soumis me semble important au secret professionnel, puissent effectivement s'y soumettre, le supporter, parce que je pense que ça doit être extrêmement complexe. Ce sont des choses. Tout à l'heure, il y a eu une question, je ne sais plus qui l'a posée, mais qui disait, moi, mes questions, c'est est-ce que je peux en parler à mon mari, est-ce que je peux en parler à ma femme, et oui, et ça me semble des questions à la fois étonnantes et à la fois pertinentes, parce qu'effectivement, il y a quelque chose de la lourdeur du secret professionnel qui, je le répète, n'est pas simplement une lourdeur due à l'information ou le caractère informatif dans le secret, mais aussi lié à tout l'affect qu'il y a dans ce secret. Et ça, il faut le soutenir. Je sais pas si c'est en donnant une situation clinique typiquement, si j'ai bien compris la question qui a été posée sur le chat. C'est une histoire d'un monsieur qui était suivi pour un sida, qui a trouvé une jeune femme à laquelle on a dit à ce patient, ça a été évoqué ce matin, mais on a dit à ce patient, il faut absolument que vous informiez votre épouse, et il a eu un malin plaisir de nous dire, si j'ai bien compris la question, de nous dire que voilà, il lui en parlait pas et il se protégeait pas. Donc nous, on portait ce fardeau de ce secret dont on sait pertinemment que l'on doit rester dans le cadre de ce secret professionnel, pour le coup partagé en équipe, mais qui restait un secret d'équipe, puisque juridiquement, on n'est pas dans le cadre de non-assistance à personne en danger, même si éthiquement ou émotivement on l'est dans une situation de non-assistance à personne en danger. Donc je crois qu'effectivement, ce secret, ce qui finalement regroupe le secret
le secret professionnel partagé, c'est qu'on est dans un cadre où finalement on est complètement dans le... Ça vient de... Puisque je n'ai pas dit que tu étais antiquisant, ça vient d'Hippocrate. Je tairai tout ce qui me sera dit, mais tout ce que j'observerai dans les maisons. Et je voulais... Oui, c'est fondamental. Oui, je dois avouer que je suis antiquisant, mais il y a aussi tout l'aspect, effectivement, lorsque je disais qu'il peut y avoir de pseudo-secrets aussi, mais le cas que tu donnes est encore plus lourd. Oui, parce que effectivement la question parlait de manipulation, mais là encore, ça fait partie aussi. Moi, je pense que, si vous voulez, pas pour alléger le poids, mais en tous les cas, il y aurait deux choses. La première chose, c'est d'apprendre à parler de ce secret, c'est-à-dire à l'élaborer, à le co-élaborer avec le patient. Moi, je crois que c'est d'une importance capitale. C'est-à-dire réfléchir, revenir sur ce secret et lui permettre de bouger de toute façon d'une manière ou d'une autre. Qu'un secret bouge, ça peut pas faire de mal. Je dis pas qu'il doit cesser d'être secret, mais au moins qu'il soit bougé, qu'il soit façonné, qu'il soit élaboré. Et puis la deuxième chose, je pense qu'il faut absolument des espaces de régulation qui, sans que les secrets soient violés, mais pourraient, sous le sceau de l'anonymat, sous le sceau, etc., mais pourraient être, alors là pour le coup, partagés dans une réflexion, dans une démarche éthique, dans une réflexion éthique. On n'est pas obligé de dire les noms, etc., mais au moins d'en dire un petit peu pour permettre précisément aussi aux professionnels d'élaborer ce secret. Aux patients comme aux professionnels, l'élaboration du secret, je pense que ça serait mon dernier mot aujourd'hui. En tout cas, je te remercie beaucoup. On termine effectivement sur le travail qui peut éventuellement se faire dans les comités d'éthique d'élaboration sous le sceau de l'anonymat. Un grand merci au professeur Valérie Laurent.